Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Jingle. Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Alors aujourd'hui je vais te parler d'un truc très important. Très important, et d'ailleurs je me demande pourquoi j'en ai pas parlé avant sur ce podcast, parce que c'est juste un truc génial. C'est génial et moi ça m'a servi tellement dans la vie et dans mon métier surtout d'artiste 3D que je crois pourquoi j'en ai pas parlé avant. Donc c'est l'occasion de rectifier ce petit souci et de t'en parler aujourd'hui. Alors, quelle est cette fameuse chose ? Eh bien écoute, je ne vais pas garder le suspense plus longtemps. Cette fameuse chose, c'est tout simplement l'optimisation. Alors, là tu m'écoutes et tu sais certainement peut-être un peu ce que c'est l'optimisation. Tu dis ah ok ouais bon c'est pas si terrible que ça et tout. Mais en fait si, c'est énorme. C'est juste qu'en fait tu ne connais pas en fait finalement la vraie définition de ce qu'est l'optimisation. Et donc je vais te rappeler ce que c'est l'optimisation et modifier certainement ta définition que tu en as, parce que en fait moi personne ne m'a jamais expliqué l'optimisation comme ça, et pourtant c'est comme ça qu'elle est dans la vie. Quand je te parle, toi, optimisation, tu vas penser optimisation software, donc logiciel. Optimisation matérielle. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire en gros que dans ta tête, quand je te dis optimisation, tu penses dans ta tête, ok, comment baisser mes temps de rendu ? Comment avoir moins d'objets dans ma scène ? Ou ce genre de choses. Toi, tu penses ça pour optimisation. Mais en fait, l'optimisation c'est ça, mais ce n'est pas que ça. En fait, l'optimisation software, donc le logiciel, et l'optimisation matérielle, c'est une toute petite partie de l'optimisation en général. Donc là, tu te dis, mais putain, mais c'est quoi l'optimisation en général ? Il craque ou... Eh non, vraiment. L'optimisation en général, c'est en fait comment, tout simplement, c'est simplement ça la définition d'optimisation. Comment obtenir le meilleur résultat avec le moins de temps et le moins d'efforts possible. C'est tout. C'est la seule définition de l'optimisation. Comment obtenir le meilleur résultat en utilisant le moins de temps et le moins d'efforts possible. Alors, je t'explique un petit peu ce que veut dire cette définition. En fait, quand tu dis le moins de temps et d'efforts possible, en fait, ça veut dire que toutes les solutions que tu vas trouver dans ton projet qui vont répondre à ces questions-là, à ces points-là, en fait, vont rentrer dans ce qu'on appelle de l'optimisation. Donc, évidemment, baisser ton temps de rendu, ça rentre dans ça parce que c'est moins d'efforts, c'est moins de temps aussi, du coup. Évidemment, baisser ton nombre de phases dans ta scène, c'est moins d'efforts. Et c'est aussi moins de temps puisque ton canevas est plus responsive. Mais par exemple, aussi acheter ou télécharger un asset au lieu de modéliser, c'est de l'optimisation. Puisque c'est moins de temps et moins d'efforts. Si au lieu de travailler un truc qui sera flou dans ton rendu et que ça sert à rien de ce que tu fais, parce que ça se verra pas ou ce sera flou, et pareil, si tu ne le fais pas, c'est de l'optimisation. Si tu trouves une manière de travailler plus rapidement et d'être plus productif, ça me fait moins de temps, c'est de l'optimisation. Si tu trouves une manière ou une solution pour avoir des retours plus constructifs des autres personnes, ou avoir des retours de personnes qui sont plus intéressantes et qui peuvent t'aider à avancer plus vite et de trouver les points qui font que tu bloques, c'est de l'optimisation. Donc là, tu vois que l'optimisation, en fait, c'est beaucoup plus large que juste de l'optimisation logicielle et matérielle comme on a l'habitude de voir dans les tutos sur internet. Alors je dis pas que l'optimisation matérielle et logicielle elle est pas bien, au contraire elle est extrêmement utile et elle est même indispensable. Mais il faut pas oublier qu'elle ne s'arrête, ce n'est pas que ça. Et d'ailleurs cette optimisation matérielle et logicielle, elle vient en second, d'accord ? Elle vient en secondaire, en primaire, en premier. Tu dois d'abord trouver comment optimiser finalement ton temps et ton effort en créant ton projet.
Alors comment faire ça? Parce que là je t'explique un petit peu voilà l'optimisation, mais comment optimiser finalement au mieux son projet pour y passer moins de temps et moins d'efforts, ou alors si tu préfères une autre formulation qui est la même chose, pour avoir un résultat en fait aussi bien, plus rapidement. Eh bien la solution n'est pas très compliquée à mettre en œuvre. Enfin si, en fait elle est compliquée à mettre en œuvre, mais elle n'est pas compliquée à comprendre. La plupart des gens que je connais, moi y compris, eh bien quand je démarre un projet, ou en tout cas quand je démarrais un projet, parce que je sais plus faire ça, j'y fonce direct tête baissée. Le problème c'est qu'en faisant ça, je suis efficace pendant 1 heure, et après je vais me retrouver sur un truc où ça va bloquer, et une fois que ça bloquera, je vais perdre des heures à trouver la solution. Je me retrouve en fait avec le problème de j'ai la tête tellement dans le guidon, et j'ai tellement démarré vite que j'arrive pas à avoir du recul pour trouver la solution dont j'aurais besoin pour passer outre le problème que j'ai. La solution pour régler ce souci-là, et donc justement gagner du temps, ou ne pas en perdre quand tu as un problème, c'est de vraiment, en fait, avant de démarrer un projet, de te faire une réflexion mentale, et même à l'écrite, c'est encore mieux, des différentes étapes qui vont composer ton projet, et au-delà de ça, dans chaque étape, de comment trouver une solution à chaque fois. Je vais avoir que tu vas avoir des étapes qui vont se dessiner dans ton esprit, et tu vas voir qu'à chaque étape tu vas te dire ah putain mais là il va y avoir un problème, là je vais pas y arriver, là je vais pas faire ça. Donc tu vas commencer à avoir des problèmes qui vont pointer le bout de leur nez, et ça c'est bien parce que ça veut dire que c'est des problèmes que tu vas pouvoir anticiper et que tu vas pouvoir regarder ou éviter ou faire autrement, bref trouver des solutions. Et ça c'est la solution pour déjà optimiser au maximum son temps et ses efforts. Déjà c'est la première chose à faire avant de démarrer un projet. Tu te mets dans l'esprit, tu te dis ok il va falloir faire ça, comment on va faire telle action, comment on va faire tel truc, ça je vois pas comment faire, faut que j'apprenne. Bref, en gros c'est quoi? C'est simplement en fait te faire une carte du futur de ton projet qui va te permettre de tu sais où tu vas et de pas te perdre, et quand tu as un souci au moins il était prévu, ou au minimum un peu prévu. Et donc en gros tu vas voir que ton temps là et tes efforts sont bien mieux optimisés. Première chose à faire, et c'est la plus importante, si tu n'as pas fait ça, tout le reste que je vais te dire aujourd'hui ne sert à rien. Donc vraiment fais-le avant de continuer. C'est-à-dire devant ton ordinateur, je t'invite à faire pause dans ce podcast et à directement le faire là sur ton projet que tu es en train de faire, ou que tu vas démarrer, ou que tu as déjà démarré, c'est pas grave, même si tu as démarré le projet, tu peux très bien prendre du recul et faire la même chose, c'est pas grave. Mais fais-le, c'est important. Maintenant, voyons un peu plus loin dans l'optimisation. Donc maintenant que tu as optimisé ton démarrage, que tu sais où est-ce que tu vas, et que tu as un plan d'action en fait globalement qui dit voilà je vais faire ça à tel moment, ça à tel moment, ça à tel moment, il va te falloir quelque chose qui sera très intéressant. C'est en fait trouver une solution pour garder l'habitude de travail sur ce projet. J'ai déjà parlé des habitudes dans un ancien podcast, je crois que c'était l'avant-dernier ou l'avant-avant-dernier. Donc je t'invite à le réécouter si tu vois pas trop de quoi je parle. Mais il va falloir que tu mettes en place une habitude qui va te faire travailler sur ton projet de manière régulière. Et en plus de ça, il faudrait que cette habitude elle soit optimisée, c'est-à-dire en productivité. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, tu te dis ouais, je bosse 2 heures tous les jours, c'est 2 heures où tu es à fond quoi. Tu es à fond de balle, tu es à 100%, c'est pas 2 heures où tu es à la moitié sur YouTube en même temps et tu es en galère, tu t'endors quoi. Non, c'est 2 heures à fond. Donc ça c'est ce qu'on appelle en fait un plan d'action. Et il faut exécuter ce plan d'action en fonction des étapes que tu as mises en place avant. Excuse-moi. Donc voilà, cette habitude à mettre en place, comme je l'ai dit dans le podcast, c'est des habitudes pas forcément faciles à mettre en place, mais une fois qu'elle est là et que c'est devenu justement une habitude, là mon gars tu vas tracer des routes, tu vas niquer des mers, comme dirait un gars que j'écoute en podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle Yann Darwin. D'ailleurs si tu as l'occasion de l'écouter, il est très intéressant ce monsieur. Bref, rien à voir, mais voilà, donc tu vas niquer des mers si tu et oui on est vulgaire ici, désolé, si tu mets ça en place. Donc première chose à mettre en place, optimisation de ton projet en termes d'organisation, d'accord, sur ce que tu vas avoir comme problème, qu'est-ce qui va être prévu, comment tu vas les résoudre. Deuxième chose à mettre en place, un plan d'action pour savoir quand est-ce que tu vas travailler sur ton projet, pendant combien de temps, et après optimiser
ce temps où tu travailles pour être le plus productif et le plus énergique possible. Donc ça, c'est les deux choses à mettre en place. Et crois-moi, là, la première, c'est la plus importante. La deuxième, c'est la deuxième plus importante. D'accord ? L'optimisation de rendu à côté de ça, c'est pété. Ça sert à rien. Si t'as pas ça en place, tu pourras optimiser ton rendu tant que tu veux. Si tu travailles pas, tu travailles pas, quoi. Ça sert à rien. Ça, c'est une règle universelle. Hein. Si tu te bouges pas le cul, y a rien qui se passe. Hein. Donc, bah voilà. Il faut absolument que tu mettes ces deux points en place. Troisième point à mettre en place, c'est l'optimisation d'assets. En gros, je t'explique. Tu vas avoir à créer dans ton projet des décors, des personnages, plein de trucs. Ok ? Ça va être long à faire. En gros, tu peux te poser la question de tout faire toi-même ou de récupérer des parties d'assets à droite à gauche pour justement avoir moins de boulot. Crois-moi, c'est la deuxième solution la meilleure. La question, c'est qu'il va falloir que tu te poses, c'est avant de démarrer comme un bourrin à commencer à modéliser un truc, pose-toi la question, est-ce que ce truc n'existe pas en asset ? Notamment si tu fais du réaliste. En réaliste, il y a beaucoup de choses en asset qui existent sur internet, qui sont payants, qui sont même gratuits, enfin bref, voilà, donc tu peux y aller. C'est cool. Mais pour ça, il faut absolument que tu puisses avoir prévu avant ce que tu faisais en asset ou pas. Donc avant de te mettre à démarrer ton projet en modélisation, regarde ce qui existe en asset et essaie plutôt de te faire une banque d'assets que tu télécharges à droite à gauche avant de commencer vraiment à créer. Crois-moi, ça te fait gagner aussi énormément de temps. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'optimisation d'assets. Donc des petits sites, juste pour te dire où est-ce qu'on peut trouver des assets gratuits et payants d'ailleurs. Alors tu as ce TurboSquid qui est pas mal. Il y a pas mal de choses. Pour Blender, tu as BlendSwap. BlendSwap qui est génial parce que tout est gratuit. Donc c'est vraiment trop cool. Alors il y a certaines contraintes de licence sur certains objets, mais sinon tout est gratuit, donc ça vaut vraiment de la balle. Et il y a vraiment des trucs très bien sur BlendSwap. Après tu peux aller sur TurboSquid, le dernier que j'utilise souvent, je me souviens plus du nom. Je crois que c'est FreeOBJ, mais je suis pas sûr. Ou Turbo 3D. Non, TurboSquid, non. Ah bah écoute, j'ai un trou de mémoire là. En tout cas, tu marques FreeOBJ sur Google, tu vas trouver plein de sites. Et ça en fait partie, donc va jeter un œil à ça. Ça va te permettre de gagner aussi pas mal de temps, crois-moi. Donc voilà pour le troisième point qui était l'optimisation d'assets. Donc la quatrième optimisation, ça va être dans le layout. Alors le layout, c'est quoi ? C'est la mise en place de tes éléments dans ta scène en fait. Où est-ce que se trouvent tes éléments ? En quoi il peut y avoir une grosse optimisation de fait là ? Mais en fait parce que dans le layout, en fait, tu vas basiquement choisir qu'est-ce que tu veux montrer et qu'est-ce que tu ne veux pas montrer. Et bah, tu t'en doutes, ce que tu veux pas montrer, il faut pas le faire. Donc du coup, il y a aussi une optimisation à faire au layout avant de faire la création ou en même temps, ça dépend. Au moins placer tes caméras pour savoir ce que tu vas faire et ce que tu ne vas pas faire. Parce que si tu fais un objet qui est derrière la caméra et qui n'est pas reflété par un autre objet, ça sert à rien de le faire. Tu perds du temps pour rien. Donc vraiment, c'est important de te poser la question, ok, qu'est-ce qui va être visible, qu'est-ce qui va pas être visible. Et tu t'en doutes, ce qui sera pas visible, bah, tu ne le fais pas. Faut pas être débile non plus. Hein. Donc voilà pour le layout, il n'y a rien de vraiment compliqué. En fait, tu vas vite t'en rendre compte, les scènes avec des gros plans sur les personnages, ils sont souvent plus simples à gérer que les scènes où on voit tout un décor entier, parce qu'il y a moins d'éléments. Donc voilà, après à toi de voir comment tu peux optimiser ton layout pour avoir le moins de travail possible, tout en ayant le résultat que tu cherches. Donc voilà, tu vas optimiser ton layout, donc c'était le quatrième élément. C'est quelque chose qui est assez facile à dire, mais c'est pas facile à faire l'optimisation de layout. Donc essaie de prendre un petit peu de temps dessus, ça va te permettre de, encore une fois, gagner du temps et y passer moins d'efforts. La quatrième optimisation, elle fait partie du layout, mais elle est à part quand même. C'est ce que j'appelle l'optimisation du rig et de l'animation. Alors, je vais d'abord parler du rig et puis de l'animation. Donc du coup, l'optimisation du rig, c'est quoi ? Ben, en fait, le rig, donc, si tu sais pas, c'est simplement l'outil en 3D qui permet de faire... c'est l'outil en 3D qui permet d'animer en fait, tout simplement. Donc en gros, ton personnage doit se déformer avec certaines... oh, excuse-moi.
je suis en train de mourir. C'est l'outil qui va te permettre de déformer ton personnage pour qu'il se déforme sur certaines contraintes et du coup qu'il puisse s'animer comme il faut. Ça c'est le rig. Et un rig c'est assez long à faire. Et donc en gros, l'idée c'est ça sert à rien de riguer tout ton personnage s'il y a que sa tête qui bouge, tu vois. Parce que là ça sert à rien. Hein, tu perds du temps. Ça sert à rien de pouvoir permettre à ton personnage de faire 4-5 roulades, de pouvoir qu'il se déforme à l'infini et qu'il puisse avoir du stretch et tout, alors que ton personnage il fait juste marcher, tu vois. C'est la première optimisation. Et deuxième optimisation, c'est dans l'animation. Alors qu'est-ce que c'est l'optimisation d'animation? C'est pas moins bien animé, parce que un truc mal animé c'est moche. C'est en fait animer, encore une fois, seulement ce qu'on voit. Donc en fait c'est indispensable que tu animes tes personnages une fois que tes caméras sont déjà placées. Comme ça t'évite d'animer tes personnages quand ils sont hors champ. Ça ne sert à rien, encore une fois. Donc vraiment, anime tes personnages quand ils sont déjà placés. Quand tes caméras sont déjà placées. Ça va te permettre d'éviter d'animer des trucs pour rien. Donc tu vois, on n'est toujours pas à l'optimisation logicielle. Hein. Donc tu vois, il y a déjà pas mal de trucs avant à mettre en place. Hein. Justement, on y arrive à l'optimisation logicielle. Alors ce que j'appelle l'optimisation logicielle, en fait, c'est l'optimisation des temps de rendu. Donc l'optimisation des temps de rendu, ça passe par plusieurs points spécifiques à checker en fait. Et donc je vais les faire avec toi ensemble aujourd'hui pour que tu puisses savoir quoi optimiser quand tu as des temps de rendu qui sont beaucoup trop longs. La première chose à faire, c'est de regarder le nombre d'objets et de faces, surtout de faces, de polygones que tu as dans ta scène. Si dans ton canvas tu as plus de 10 millions de faces, c'est certainement qu'il y a un truc à optimiser. Donc c'est certainement que tu peux mettre moins de faces sur des objets, que tu peux en supprimer, que tu peux virer des subdivisions, enfin bref, il y a un truc à faire. 10 millions dans toute ta scène, c'est pas énorme, mais si ces objets là sont subdivisés au rendu, tu peux vite te retrouver à 100-200 millions de faces, et là par contre si t'as pas de la RAM avec, tu rends pas. Donc c'est même pas la peine, ça rend même pas, tu vois. Donc voilà, beaucoup de polygones, ça prend du temps à copier dans la RAM, donc ça prend du temps de rendu. Donc si tu peux optimiser pour avoir moins de polygones, et c'est tout bénef, Donc voilà, première optimisation, le nombre de polygones. La deuxième optimisation, c'est le nombre de lumières que tu as dans ta scène. Une lumière, c'est quoi? C'est simplement, donc du coup c'est une light, hein, ça en 3D tu sais. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire en termes de calcul? C'est un rayon lumineux qui va provoquer une ombre, une réflexion et potentiellement une réfraction. Donc à chaque fois que c'est ça, évidemment c'est plus loin à calculer. Cette lumière, elle doit être prise en compte dans chaque pixel que tu calcules. Donc à chaque fois que tu rajoutes une lumière, c'est comme si tu rajoutais un calcul en plus pour chaque pixel. Donc tu vois que ça va vite faire long. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec quelqu'un qui me disait qu'il y avait plus de 1400 lights dans sa scène. Évidemment, son temps de rendu était de 3 heures, je crois. Bah oui, 1400 lights en même temps, ça pardonne pas. Donc attention à ça, le nombre de lumières. Moi, clairement, tu as plus de 50 lumières dans ta scène, c'est déjà tu as un énorme problème. Déjà 50 lumières, c'est énorme, hein, qu'on soit clair. Pour te dire, en moyenne, moi, sur les scènes que je fais pour mes clients et pour nos projets perso à Motion Life Pictures, on est entre 3 et 10 lumières par scène maximum. Hein, maximum. Donc 50 déjà, c'est déjà énorme. Alors 1300, mais là, c'est complètement pété. Là. Donc voilà, optimiser le nombre de lumières, ça c'est très important. Autre chose à optimiser, c'est l'optimisation de tes shaders. Alors, un shader, c'est quoi? En fait, c'est un nœud dans Blender ou dans Maya. Donc dans Maya, ce sera un AI standard surface pour Arnold. Dans Blender, ce sera un principal shader. Dans V-Ray, ce sera un V-Ray shader. Dans chez Redshift, je me souviens pas du nom de Redshift, mais c'est le shader de Redshift, quoi. Donc chaque shader, il faut te dire que c'est un calcul en fait. En gros, le shader, c'est un petit peu la règle des calculs que va faire le pixel par rapport aux lumières qui arrivent dessus. Donc si tu commences à avoir beaucoup de shaders dans ta scène, et surtout en fait des objets avec plusieurs shaders, c'est possible, et d'ailleurs ça fait des trucs très stylés, évidemment pareil, les temps de rendu augmentent. Donc attention à ça. Je dis pas qu'il faut pas avoir plusieurs shaders, évidemment qu'il faut avoir plusieurs shaders, mais attention, si tu commences à avoir plus de 500 shaders dans ta scène, ça commence à faire beaucoup. Voilà. Attention aussi à certains nœuds
certains nœuds dans le shading editor, que ce soit sur Maya, donc Maya c'est l'hypershade, Blender, shading editor, ou sur d'autres softs comme Max, il y a aussi un shading editor. Attention à des nœuds comme des nœuds de ambient occlusion, des nœuds de curvature, des nœuds de voilà. En gros, c'est des nœuds qui font quoi? Ils font du calcul de rendu et ils l'appliquent en texture directement. Alors c'est très bien, hein, l'ambient occlusion, s'en servir comme masque en temps réel, c'est super cool. Mais en fait, c'est aussi un calcul de base, c'est comme s'il faisait un rendu dans un rendu en fait. Et c'est là, ton temps de rendu il explose quand tu mets ce genre de nœud. Donc attention. Donc, tout ce qui est nœud qui nécessite du calcul, tous les nœuds nécessitent du calcul, mais du gros calcul. Donc t'as ambiance occlusion, t'as le nœud de curvature, t'as. Il y a quoi d'autre? Ah, c'est déjà pas mal, hein, je vois pas d'autres là. Non, je vois pas d'autres. Donc voilà, attention à ça. La solution à ce niveau-là, si tu veux utiliser ces genres de textures procédurales en fait, qui sont calculées, la solution c'est simplement de faire du bake. Faire du baking, ça te permet d'imprimer ta texture une fois sur ton objet et après tu n'as plus à la recalculer. L'inconvénient c'est qu'il faut des UV et des bons UV, sinon ça fait de la merde. Mais bon, ça on en reparlera peut-être dans un autre podcast du baking en général. Donc voilà pour les shaders. On part maintenant en fait sur vraiment la vraie optimisation, entre guillemets, je mets des guillemets à vrai parce que en fait c'est une optimisation parmi tant d'autres, mais c'est celle qu'on entend tout le temps. C'est l'optimisation en fait finalement de ton moteur de rendu. Quels paramètres tu dois changer sur ton moteur de rendu pour que ton rendu soit moins long? Alors, là-dedans c'est pas compliqué en fait, il n'y a pas tant de paramètres que ça. Je vais parler pour Arnold et Cycle parce que c'est les deux que je connais le mieux. Je pourrais te parler de V-Ray et d'autres, mais ils sont un peu plus délicats, il y a plus de paramètres, donc on va rester sur Cycle et Arnold. Sur Cycle et Arnold, c'est pas compliqué ce que tu peux changer. Il y a deux choses que tu peux changer. C'est le nombre de rayons, d'accord? Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Et le nombre de samples par rayon. Et c'est tout. C'est tout à ton taf, t'as fait ton taf. Donc le nombre de rayons et le nombre de samples, et on n'en parle plus. C'est ces deux paramètres-là qui vont avoir le plus fort impact sur ton temps de rendu. Après, il y a 2-3 petits paramètres qui peuvent te sauver la vie. Comme par exemple ce que j'appelle le paramètre de clamp. Le clamping, ça permet en fait à ton moteur de rendu, quand tu as un pixel qui dépasse la valeur de 1, de le remettre à 1 et donc pas de le mettre à 30 000, tu vois. Ça t'évite d'avoir des objets cramés et ça t'évite d'avoir des pixels qui sont incohérents par rapport à ton image. Donc le clamping, c'est très très pratique et ça peut te faire aussi gagner beaucoup de temps de rendu. Un autre petit paramètre un peu bonus, ça va être le type de filtre que tu vas donner à ton rendu. Donc en gros, le type de filtre, c'est qu'en gros le logiciel de moteur de rendu va flouter un petit peu ton image après l'avoir rendue, sinon ton image serait très nette, et beaucoup trop nette, ça ferait très bizarre. Donc ce type de filtre là, tu peux le changer. Tu as Gaussien, tu as le Mitchell, tu as le box, tu as le triangle. Donc tu en as plein. Le box et le triangle étant les plus simples et les plus rapides. Mitchell et l'enclose étant les plus compliqués mais les plus esthétiques du coup. À tester. Alors ça n'a pas un énorme impact sur ton rendu, qu'on soit clair, et sur ton temps de rendu non plus. Mais au moins ça te permet de voir un peu ce que ça donne de différence. Et voilà, finalement en fait l'optimisation de rendu est déjà terminée. Dans les paramètres de rendu, c'est tout. Par contre, il y a une optimisation de travail dans le rendu qui est assez intéressant. Et ça c'est très pratique, c'est ce qu'on appelle les passes. Les passes, ça sert à sortir plusieurs informations différentes sur chaque image. Tu peux sortir une passe de diffuse, une passe de réflexion, une passe de... Donc en gros, tu auras ton image avec seulement les réflexions par exemple, tu vois. En plus de ton image finie. Une passe de normal, d'UV et tout. À quoi ça sert? En fait, ces passes, elles vont te servir à gagner du temps en compositing. Donc, de base, à faire le rendu, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut sortir les passes et tout. Mais une fois que tu l'as fait, en compo, tu vas gagner un temps de malade parce que ces passes-là vont te permettre de pouvoir avoir des masques et retoucher rapidement certains objets. Ça va te permettre de pouvoir remapper de la texture par rapport aux UV grâce à la map d'UV justement. Ça permet de faire énormément de choses cette passe. Elle est très 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 pratique. Donc les passes
en rendu après avoir optimisé le rendu en tant que tel vont te permettre de gagner du temps en compositing. Donc après tu sors ton image. Alors je te conseille le format EXR pour les passes, ça te permettra d'avoir un seul fichier, d'avoir 8 fichiers différents à chaque fois. Et puis après, let's go, on y va. C'est rendu, hop, tu balances en compo et puis c'est terminé. Il reste des petites optimisations à faire en compositing, mais bon, finalement c'est des optimisations dans la manière de travailler. Notamment si tu travailles sur After, je te conseille énormément d'utiliser les pré-comp. Ce que tu peux faire aussi, ce que j'aime bien faire moi sur After, c'est que je prends un fichier, donc un fichier AEP, je fais mon compo dessus, et en fait j'essaie de garder mon compo le plus procédural et le plus malléable possible. Ce qui fait qu'une fois que j'ai ça, et que j'ai fait mon premier plan, j'enregistre mon fichier sur un autre nom, et je remplace le deuxième plan, et tout se fait automatiquement. Du coup je composite un plan au lieu d'en compositer 8, c'est plutôt quand même cool. Sur After, tu peux aussi faire ça sur Blender tout simplement. Sur Nuke aussi, ça marche. Enfin, voilà. C'est les mêmes philosophies. Donc voilà un peu le concept d'optimisation. C'est déjà terminé. Et oui, c'était un petit peu court aujourd'hui. L'optimisation, finalement, il n'y a pas tant de choses à dire que ça. En fait, c'est plutôt une méthode et un mode de travail que tu dois appliquer. En gros, c'est un petit peu un mindset qui dit avant de faire quoi que ce soit, il faut que je réfléchisse à la meilleure manière de le faire pour qu'il me prenne le moins de temps et le moins d'efforts possible. En fait, c'est ça l'optimisation. Le reste, après, ça reste des trucs et astuces qui sont pas très importantes et tu vas trouver les tiens au fur et à mesure en travaillant, tu verras. Ok ? Donc, je te remercie infiniment d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. C'est très très gentil à toi. Si tu es sur iTunes, mets-moi 5 étoiles à ce podcast, s'il te plaît. Parce que, en tout cas, si tu apprécies, parce que si tu fais ça, ça nous permettra d'avoir plus de visibilité, ça nous permettra d'avoir un truc vraiment sympa, tu vois, un truc où voilà, Motion Life sera connu avec vachement de gens. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est le concept de pouvoir faire découvrir la 3D à des gens via plutôt une plateforme qui est audio. Je trouve que ça fait un bon contraste. C'est une plateforme qui est audio et pourtant on parle de vidéo, d'image, et c'est très 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 cool. Moi je trouve, j'aime beaucoup ce format, tout simplement parce que ça me permet de parler de beaucoup de choses en pas beaucoup de temps en fait. Enfin si, en fait, ça me permet de parler de beaucoup de choses en beaucoup de temps, puisqu'on n'est pas limité comme sur YouTube à faire des vidéos de 10-15 minutes, tu vois. Là on peut parler pendant une demi-heure, une heure, tu vois, c'est cool, entre potes, ça j'aime beaucoup. Donc je vais continuer à faire des podcasts évidemment. Donc mets-moi un petit 5 étoiles, comme ça beaucoup de gens vont découvrir ça et moi j'aime beaucoup. Et puis même ça me ferait énormément plaisir, donc d'avance merci. Si t'es sur par contre Android, donc type Castbox, Stitcher ou que sais-je, et là je t'invite à mettre un petit commentaire parce que tu vois tu peux pas mettre d'étoiles. Par contre tu peux t'abonner, donc là abonne-toi. Et puis après je t'invite à mettre un petit commentaire pour me dire si tu apprécies le podcast et aussi me donner des idées de sujets à aborder dans les prochains. Ce serait vraiment très 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 gentil à toi. Voilà. Donc donc là va sur iTunes, fais pause, hop, mets des étoiles. Va sur Stitcher, sur Castbox, hop, mets pause, abonne-toi et mets un petit coms. Comme ça on est content. Alors, je t'invite à aussi te rendre sur le site de teach.motion-live.com. Tu commences à connaître la chanson. Je vais pas te refaire tout le pitch de tutoriel, etc. Juste savoir que aujourd'hui, à l'heure où je te parle, c'est 165 cours gratuits en tutoriel vidéo. Tu peux aller voir direct, voir un peu comment c'est stylé et commencer à apprendre la 3D dès aujourd'hui avec des cours de qualité sur des logiciels tels que Maya, Blender, Substance Painter, Nuke, ZBrush, After Effects et Premiere Pro. Donc ça vaut carrément le coup. Donc je t'invite à aller voir ça de suite. Sinon moi je te dis encore merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je te dis à très très bientôt. Merci encore. Ciao.